Avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. Pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Drill, baby, drill. On n'a jamais fait aussi chaud et on n'a jamais parlé si peu du dérèglement climatique. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Il y a 100% de risque d'impact. Déter, un podcast de Sandrick Evrarts. Bonjour tout le monde, vous ne rêvez pas, je suis enfin de retour après un mois d'absence, plus déter que jamais. Prenez place et installez-vous, vous écoutez le 3e épisode de Déter. Dans cet épisode, nous allons parler de l'OME, l'Observatoire des médias sur l'écologie, une organisation qui scrute les médias en France. Et selon les derniers chiffres de l'OME, le temps d'antenne consacré aux enjeux environnementaux dans les médias en France s'élèverait à 3,7%. Ça, ce sont les chiffres de 2024 et ça marque une diminution de 30% par rapport à 2023. Cette tendance à la baisse, pointée par l'OME, rejoint un peu les observations que j'ai pu faire à mon échelle. Selon ma petite enquête personnelle, j'estime qu'en 2021, la RTBF publiait environ 6 à 7 articles par jour parlant du réchauffement climatique. Cela représente environ 4% du flux d'articles publiés par le média public belge. En 2023 par contre, ces 4% se transforment en 1,5% seulement, soit 2 à 3 articles qui parlent du climat par jour. Pour obtenir ces chiffres, je me repose sur une base de données créée par Grégoire Litz, professeur en journalisme à l'UC Louvain et directeur d'un autre observatoire en Belgique cette fois-ci, l'Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme. Cette base de données rassemble tous les articles climat de la RTBF grâce à des mots-clés tels que climatique, réchauffement, crise, changement, urgence ou encore COP. Pour obtenir un pourcentage maintenant, j'ai fait une estimation du nombre total d'articles publiés par jour à la RTBF en me plongeant dans les archives et en faisant une moyenne du nombre d'articles journaliers. Je peux donc vous affirmer aujourd'hui avec certitude que la moyenne d'articles publiés par jour sur le climat a considérablement diminué de 2021 à 2023 à la RTBF. Et notre invité aujourd'hui, c'est Luna Weimar, membre de l'association Quota Climat, une association qui fait justement partie de l'Observatoire des médias sur l'écologie dont je vous parlais à l'instant. Et pour lancer notre échange téléphonique, je lui demande comment est née l'association Quota Climat. Bonjour à tous, merci Sandrick pour l'invitation. Quota Climat est né il y a à peu près 3 ans en France avec ce constat que les médias parlaient très peu de l'urgence climatique. C'était au moment de la publication du rapport du GIEC en 2022 et à ce moment-là, disons le désintérêt médiatique pour cette actualité-là et pour ce sujet-là était assez frappant et avec une boucle rétroactive, une conséquence sur la réaction et les positions politiques sur le sujet. En fait, à partir du moment où les médias ne posent pas le sujet sur la table, les journalistes ne posent pas de questions aux hommes ou aux femmes politiques, ils ne prennent pas d'engagement, ils ne réagissent pas et rien n'est mis en place pour lutter contre la crise environnementale. Quand on regarde les données de l'Observatoire des médias sur l'écologie qui du coup recense les programmes d'information dans les plus grands médias audiovisuels, oui, on se rend compte que la tendance est à la baisse. Et c'est extrêmement perturbant parce que les événements climatiques extrêmes augmentent et que nos chances de contenir le dérèglement climatique à des stades, à des seuils de non-retour se réduit, quoi. Mais aussi, on a un phénomène qui augmente en parallèle, qui est l'augmentation de la désinformation climatique, c'est-à-dire la remise en cause du consensus scientifique sur les enjeux climatiques, comme ils sont établis par le GIEC. Et disons que ces 2 phénomènes en parallèle augmentent énormément le scepticisme que les citoyens, que ce soit en France ou en Belgique, peuvent avoir face non seulement à l'existence du changement climatique, mais aussi aux mesures à mettre en place. Et voilà, et je pense que à la fois, on est assez lucide sur, le paysage médiatique et comment ils traitent des questions écologiques aujourd'hui, mais les médias sont le problème, mais sont aussi la solution.
Parce qu'à partir du moment où il décide de mettre sur la table, il peut avoir une boucle vertueuse, un cycle de l'action qui peut se créer où on a des citoyens qui sont plus informés, qui mettent de plus de pression sur leurs hommes ou leurs femmes politiques, et avec des entreprises qui prennent aussi des engagements transparents et qui sont plus suivis. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans et ça fonctionne. On a obtenu plusieurs victoires. On est devenu un grand contre-pouvoir aux médias traditionnels. C'est en 2024 que l'Observatoire des médias sur l'écologie, l'OME, est né, et Luna Weimar m'explique les motivations initiales de ce projet financé par l'ARCOM, l'équivalent français du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En fait, l'idée de base de l'Observatoire, c'est de mesurer l'intuition qu'on avait, qui était que l'information environnementale était en quantité trop basse dans les médias traditionnels pour que les citoyens soient suffisamment informés de manière pluraliste, indépendante, objective sur des enjeux qui ont un vrai impact sur leur vie. Et pour confirmer cette intuition, il faut l'objectiver. Ensuite, après l'avoir objectivé, on peut dépasser le constat et passer à l'action. Et donc, c'est comme ça qu'on a fondé l'Observatoire des médias sur l'écologie avec un consortium d'acteurs, d'où font partie Data for Good, Climat Média, Expertise Climat, donc d'autres associations au niveau français. Et ça a été soutenu par 2 partenaires institutionnels, l'ADEME et l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des médias. Et pendant 1 an, on a travaillé pour muscler la méthodologie, on a travaillé des experts médiatiques, environnementaux, et pour créer cet outil de mesure qui permet de suivre à la fois la quantité d'informations sur les enjeux environnementaux dans les médias audiovisuels, c'est-à-dire TV et radio, mais aussi la qualité, c'est-à-dire plutôt la manière dont on en parle et plutôt les liens qu'on peut faire entre les différents sujets environnementaux. Comme vous le savez, la manière dont on parle du climat dans les médias, ça nous intéresse particulièrement dans cette série. Jusqu'ici, dans Des Terres, nous avons conclu que l'information climatique en Belgique est très souvent négative, à connotation anxiogène et très peu centrée sur les solutions. Voyons si Luna Weimar tire les mêmes conclusions en France. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les médias segmentent ou quels sujets ils priorisent quand ils parlent des crises environnementales. En fait, on se rend compte que le climat est celui qui a le plus d'attention médiatique face à la biodiversité ou aux ressources naturelles qui intéressent encore très peu. Et ensuite, on décortique quelles sont, par exemple, les solutions auxquelles on porte plus d'intérêt, quels sont les secteurs d'activité dont on parle le plus. En France, on sait que c'est beaucoup l'énergie et la mobilité. Et ensuite, on explore les liens de causalité, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on parle des causes de cette crise environnementale, à quel point est-ce qu'on parle des conséquences de cette crise environnementale et à quel point est-ce qu'on parle des solutions. Et ça, on en revient à la question de l'information anxiogène quand on parle de la crise ou des crises environnementales. C'est à partir du moment où on parle plus des solutions, on a l'impression d'avoir un pouvoir d'agir sur cette information, en tout cas de mieux comprendre comment elle peut être solutionnée et du coup d'aller de l'avant. Et en fait, la désinformation climatique aujourd'hui se concentre principalement sur les solutions. Et donc, ça veut dire qu'on a un discours médiatique. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement, on en parle beaucoup à 80% des conséquences. Donc, ça va mal, il y a des catastrophes liées au dérèglement climatique, ça nous angoisse. Et ensuite, on a des acteurs politiques et économiques qui désinforment sur les solutions et donc qui nous angoissent encore plus. Et donc, on se retrouve dans un sentiment de paralysie et une angoisse croissante. Sans surprise, le constat de Luna Weimar se rapproche du nôtre. Les médias parlent des conséquences du réchauffement dans 80% des cas. Quota Climat se concentre aussi sur les dangers de la désinformation climatique. Alors, faire de la désinformation climatique, c'est nier l'existence d'un réchauffement ou de son origine humaine, c'est nier le consensus du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Selon Quota Climat et l'OME, la désinformation climatique représenterait 11% de la désinformation totale recensée en 2024. Luna Weimar détaille ce phénomène. Aujourd'hui, quand on parle de désinformation climatique, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas des médias comme émetteurs. Les médias sont vecteurs, mais en fait, dans les émetteurs, on a 4 grands types
d'acteurs qui peuvent en bénéficier. On a les acteurs de l'énergie, de l'industrie fossile, les acteurs ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention et du coup des plutôt réseaux sociaux. On a les partis d'extrême droite qui instrumentalisent de plus en plus cette rhétorique anti-climat et qui désinforment. Et ensuite, on a les puissances hostiles étrangères. On peut penser à la Chine ou à la Russie. Et en fait, ils convergent vers 2 objectifs communs qui sont premièrement de ralentir l'action climatique, donc de maintenir l'économie dans un stade de status quo qui est dépendante des énergies fossiles, comme ça ils peuvent toujours en retirer des gains financiers. Et le deuxième, c'est de déconstruire les acquis démocratiques, les institutions démocratiques, et avec ce moteur très très puissant qui est de dire, sans débat démocratique, c'est la loi du plus fort qui gagne. Donc c'est orchestré de manière consciente et volontaire par certains acteurs, et les médias sont des vecteurs extrêmement puissants, parce qu'en fait, ils sont un espace qui permet de normaliser et de légitimer des propos, alors que dans les réseaux sociaux, on a tendance à se méfier beaucoup plus. Et donc à partir du moment où la désinformation climatique infiltre les médias traditionnels, elle est rationalisée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on perçoit, et en fait, on a une double dynamique. On a écrit un rapport là-dessus qui est sorti en décembre de l'année passée. On a une double dynamique qui fait que les acteurs du coup qui en bénéficient sont de plus en plus actifs là-dessus, mais ils profitent, disons, des failles structurelles et éditoriales de certains médias, qui est un manque d'information de la part des journalistes sur les questions environnementales, mais aussi une précarisation du métier de journaliste, et une précarisation des médias traditionnels, parce qu'il y a une chute des revenus publicitaires face à la compétition des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, la faiblesse structurelle des médias traditionnels et des journalistes sur les questions environnementales permet à la désinformation climatique de circuler en toute liberté et ensuite d'infuser dans l'opinion publique. Ok, on va essayer de résumer ensemble les derniers propos de Luna Weimar concernant la désinformation climatique. Tout d'abord, selon Luna Weimar, il y a différents types d'émetteurs de désinformation. L'industrie fossile, les acteurs de l'économie de l'attention, l'extrême droite et les puissances étrangères comme la Russie et la Chine. Ensuite, ces émetteurs de désinformation climatique auraient 2 grandes motivations. Soit une motivation économique, soit l'intérêt de déconstruire des acquis démocratiques pour mieux régner. Enfin, les médias font le pont entre ces émetteurs et les récepteurs de l'information. Le problème, le milieu du journalisme est de plus en plus précaire et montre des lacunes face aux questions climatiques. Résultat, de plus en plus de désinformation climatique parvient au public. Maintenant qu'on a digéré tout ça, on peut faire un petit saut dans le futur. 2 mois après cet échange par téléphone, j'ai eu l'occasion de rencontrer Luna Weimar pour de vrai. Nous sommes en mai 2025 et je suis en plein stage à la RTBF. Pendant une après-midi, je suis l'équipe de Y a pas de planète B et, hasard du calendrier, nous interviewons Luna Weimar. Je peux donc lui poser une question que l'on n'avait pas vraiment eu le temps de discuter au téléphone. Pourquoi diable les médias s'éloignent-ils du sujet du climat ? Luna Weimar tente de répondre à cette question. Il y a 2 choses, je pense qu'il y a 2 dynamiques qui prennent place. La première chose, c'est qu'il y a une idée reçue que l'environnement est un sujet de moins en moins porteur, politiquement parlant. Parce que on a une actualité internationale qui est très chaude, avec des conflits qui sont très importants et qu'il faut couvrir et à juste titre. Et aussi un phénomène de précarisation, donc c'est-à-dire des inégalités qui augmentent et qui est souvent perçu comme antinomique, contraire à un discours écologique. Je pense que ça, c'est la première chose. Et du coup, l'écologie, on paye les frais parce que, comme je le disais, elle est jamais perçue comme une actualité chaude ou immédiate ou assez importante que pour être en première page dans les médias. La deuxième chose, c'est l'influence indirecte des discours de l'inaction ou de la désinformation climatique sur la manière dont on conçoit le climat et l'écologie, en fait, qui est de plus en plus associée à un sujet moralisateur, punitif. Ça, c'est un terme qui revient beaucoup dans les médias.
qui est donc très clivant, presque identitaire aujourd'hui. Et en France, en tout cas, on voit qu'il est situé politiquement, c'est-à-dire à gauche, et totalement éjecté par la droite. Et je pense que de par leur volonté d'être indépendants et objectifs, les médias considèrent qu'il ne vaut mieux pas traiter d'environnement pour ne pas être associé à un biais politique. Alors qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser la question qui est du côté du militantisme? Est-ce que c'est ceux qui se battent pour ne pas parler de climat alors que c'est un sujet d'intérêt public, ou c'est ceux qui s'évertuent à essayer de le décliner dans tous les sujets et d'informer la population sur les risques que le réchauffement climatique pose? C'est déjà la fin de cet épisode et comme toujours, je vais ajouter quelques points dans mon carnet de journaliste environnemental. Premier point, en France, les médias parlent de moins en moins du climat alors que les auditeurs et téléspectateurs disent vouloir être plus informés sur les questions environnementales et climatiques. Le constat est fort probablement le même en Belgique. D'ailleurs, Quota Climat travaille actuellement en collaboration avec le CSA pour confirmer cette information. Deuxième point, Luna Weimar relève que dans 80% des cas en France, on parle des conséquences du réchauffement climatique alors que les causes et solutions ont aussi leur importance et pourraient être plus souvent mises à l'agenda des médias. Troisième point, les journalistes de demain vont devoir se munir d'un bagage environnemental plus grand pour lutter contre la désinformation climatique et contredire des acteurs économiques, des politiciens, des experts qui nient la nature du réchauffement climatique tel qu'établi par le GIEC. Et en parlant du GIEC, notre prochain invité, c'est Jean-Pascal Van Ypersele, un des climatologues références en Belgique et aussi l'ancien vice-président du GIEC. On se voit donc dans l'épisode 4 de Déter. Merci d'avoir suivi celui-ci jusqu'au bout.